La seule possibilité, c'était d'isoler par l'intérieur. Ce qui pose énormément de contraintes pour un appartement de 31 mètres carrés. Où on avait envie de perdre le moins de surface possible. On est déjà dans un dilemme, le projet part sur un dilemme. Le bâtiment passif, ce n'est pas une somme de produits performants qu'on a mis ensemble, comme des briques de Lego. C'est des produits qui sont mis en œuvre de manière cohérente. Il y a une cohérence globale qui fait que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionne pas. On a fait le choix de ne pas installer de radiateur. Il n'y a pas de radiateur chez nous, pas du tout. Bienvenue dans La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et propager ses contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous, bon épisode. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, mais aussi un lieu d'inspiration et de ressources, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Victor Hope. Victor est un spécialiste de l'habitat passif. Il a mis à profit ses connaissances pour rénover son appartement parisien au standard passif, c'est-à-dire avec très peu de besoin de chauffage. D'ailleurs, une fois les travaux terminés, Victor a décidé de ne pas installer de radiateur dans son logement. Dans cet épisode, il vous explique comment il a réalisé cette rénovation ambitieuse. Il décrit aussi quels obstacles il a rencontrés et quelles solutions, souvent ingénieuses, il a trouvées pour les surmonter. Avec Victor, on parle d'isolant sous vide, des contraintes de travaux en copropriété, de ventilation double flux ou encore d'optimisation d'espace pour transformer un appartement de 31 mètres carrés en un logement très basse consommation. Merci à Victor de nous avoir partagé ce retour d'expérience, une discussion que nous avons enregistrée pendant le salon Passibat il y a quelques semaines. Je suis ravi de vous proposer cette nouvelle conversation et vous souhaite un bon épisode. Bonjour Victor. Bonjour François-Xavier. Merci de venir au micro de La Case Robinson. Aujourd'hui, on enregistre cette conversation depuis le salon Passibat, le salon du bâtiment biosourcé et de la sobriété énergétique, et dont le thème principal est l'habitat passif. Donc on va parler ensemble d'habitat passif, et notamment au travers d'un projet que tu as mené, la rénovation d'un appartement à Paris, pour le transformer en un habitat passif justement, avec des contraintes spécifiques et atypiques d'urbanisme en plein Paris, de copropriété. Donc on va développer tout ça ensemble. Mais peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux simplement nous donner une définition de ce qu'est un habitat passif ? Alors, pour moi, un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui est optimisé pour que son besoin de chauffage soit limité à sa plus simple expression. Et ça veut dire que c'est un bâtiment, dans l'idéal, dont on optimise à la fois l'aspect d'isolation et l'aspect de quantité de vitrage sur les orientations qui sont les plus judicieuses, notamment au sud, pour que la source de chaleur principale du bâtiment pour le chauffage soit celle qui est apportée par le soleil par les fenêtres. Pour le dire de manière très synthétique. Donc l'objectif, c'est effectivement de minimiser au maximum les besoins en énergie, notamment au chauffage. C'est ça. Pour réduire les consommations. Il y a un objectif chiffré de consommation. Oui, tout à fait. Il y a un objectif de consommation le besoin de chauffage pour un bâtiment qui est labellisé, puisqu'il existe un label, label bâtiment passif. En tout cas, au sens de l'institut qui a créé le label, qui s'appelle le Passive House Institute, c'est 15 kWh par mètre carré par an de besoin de chauffage. Ce qui est vraiment très faible. C'est 3 ou 4 fois moins que ce qu'impose la réglementation thermique neuve aujourd'hui. Pour les bâtiments qui sont d'étiquette A, par exemple, c'est 3 ou 4 fois moins que ces bâtiments-là, chauffage ? Alors, les bâtiments qui sont réglementaires, je suis pas sûr qu'ils soient toujours A. D'accord. Ça, j'ai pas l'information, je pourrais pas te dire. En tout cas, par rapport à un bâtiment neuf, c'est 3 ou 4 fois moins. Et puis par rapport à tous les bâtiments existants qui peuvent avoir 10, 20 ou 50 ans, on peut imaginer que ça peut aller jusqu'à 10 fois moins de chauffage. Alors, que on peut faire aujourd'hui. facteur 10, voire plus, selon pour des passeurs thermiques, ouais, tout à fait. Alors toi, tu as mené un projet de rénovation, donc c'est particulier. Est-ce que par rapport à ce niveau de performance du passif, en rénovation, il y a des spécificités d'objectifs ? Alors oui, il y a des spécificités d'objectifs. Donc par rapport aux besoins de chauffage, le label en tout cas
bâtiment passif est légèrement modulé pour la rénovation qui s'appelle Enerfit. Euh, euh, le label Enerfit, le besoin de chauffage est modulé selon la zone climatique. Donc par exemple à Nice, ça va toujours être 15 kWh par mètre carré par an. Par contre, par exemple je sais pas, à Rennes ou à Rouen, voire à Strasbourg maintenant, c'est plutôt 20 kWh par mètre carré par an. Et si on va plus en altitude, en montagne, ça peut être 25 ou 30 kWh par mètre carré par an. Donc, en gros, l'objectif en besoin de chauffage est modulé par rapport aux contraintes climatiques. Et pourquoi aussi, on peut se demander pourquoi on est un peu moins ambitieux sur de la rénovation. C'est parce qu'il y a des points qu'on ne sait pas traiter de manière idéale et parfaite quand on n'est pas en construction, notamment certains ponts thermiques. Comme le pont thermique de la jonction entre le plancher et la dalle, en général, on ne peut pas soulever le bâtiment pour isoler en dessous. Donc il y a toujours un endroit où on est obligé de faire des concessions. Alors, on va parler justement de ton projet, ça va permettre d'illustrer ton propos. Et puis, j'en profite pour dire que j'ajouterai des visuels pour les personnes qui veulent regarder notre conversation sur la chaîne YouTube de la Case Robinson. Donc d'abord, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le contexte de l'appartement, comment il se situe, quel était son état existant avant les travaux, quand tu as pris possession des lieux? Donc c'est un appartement en copropriété, au dernier étage d'une toute petite copropriété. L'appartement fait 31 mètres carrés. Donc bon, c'est un contexte, on est dans Paris, on est près des Buttes-Chaumont. Donc la propriété, il y a 5 lots, c'est vraiment tout petit, enfin 5 appartements. On est au dernier étage, c'est un appartement qui est une passoire thermique. Le diagnostic, le DPE était F pour tout ce qui est chauffage. Donc c'est une passoire thermique, hein, puisque les passoires thermiques c'est F et G. Euh, Il y avait aucune isolation, simple vitrage. Enfin, je dis aucune isolation. Les murs étaient isolés par 2 millimètres de liège. C'est largement insuffisant pour que ça ait un impact, je pense. Euh, on était au dernier étage, donc au-dessus des combles, qui n'étaient pas isolés non plus. En tout cas, isolés à l'ancienne, il y avait un peu des décombres, des déchets de l'ancienne toiture, des morceaux de tuiles, un peu de plâtre. L'appartement en soi, sa dernière rénovation, ça avait été début des années 80. Donc, c'était vraiment, ça n'avait pas trop été entretenu. Tout était à refaire, absolument tout. Et moi, c'est aussi ce que je cherchais, parce que j'ai toujours eu envie justement de concrétiser ce que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière, où j'ai découvert le bâtiment passif. Moi, je travaille dans le bâtiment passif ou sur des composants de bâtiment passif depuis 2013. Et du coup, ça faisait des années que ça me titillait de le concrétiser. Et la seule manière de faire une rénovation ambitieuse au standard passif, en tout cas dans un appartement, c'est de tout refaire, puisque sinon la salle de bain, les placards de la cuisine, en fait, on peut pas aller isoler derrière sans tout casser. Donc là, c'était idéal, tout devait être changé. Les simples vitrages, de toute manière, ça n'avait aucun intérêt à les garder. La chaudière gaz, avec les radiateurs non plus, y avait rien à pouvait garder. Et j'ai parfaitement conscience que c'est un cas de figure qui est assez particulier et qu'on ne retrouve pas forcément très souvent. Donc on repart d'une page blanche un petit peu, d'une coquille vide, mais il y a quand même certaines contraintes, peut-être d'urbanisme, de copropriété. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu? Exactement. La première des contraintes, c'est que on nous a pas autorisé à isoler par l'extérieur. Pour moi, le premier réflexe quand on veut faire une rénovation énergétique ambitieuse, c'est d'isoler par l'extérieur pour éviter à la fois les ponts thermiques et ne pas perdre d'espace à l'intérieur, sachant que là, on a un appartement qui fait 30 mètres, 31 mètres carrés, donc il y avait ce facteur-là qui était fort. J'ai contacté les services d'urbanisme
l'architecte des bâtiments de France et en fait les services d'urbanisme de la ville m'ont dit, mais en fait là, le bâtiment, il est pas classé, il est classé volumétrie extérieure à protéger. Quand on isole par l'extérieur, on modifie la volumétrie. L'ABF était absolument contre le fait d'isoler par l'extérieur, donc de toute manière, ce n'était pas possible. Donc, si ça avait été possible, j'aurais dû essayer d'embarquer la copro là-dedans, mais vu que de toute manière, c'était pas possible, la question se posait pas. Euh, pour pouvoir faire une rénovation d'ampleur et une rénovation ambitieuse, la seule possibilité, c'était d'isoler par l'intérieur. Ce qui pose énormément de contraintes pour un appartement de 31 mètres carrés. Où on avait envie de perdre le moins de surface possible. On est déjà dans un dilemme, le projet part sur un dilemme. On peut peut-être embrayer là-dessus justement parce que du coup, pour essayer de trouver un compromis entre isolation, enfin performance énergétique, donc isolation conséquente, et quand même préserver une certaine surface habitable suffisante, tu as opté pour une solution qui est un petit peu atypique en termes d'isolation. Est-ce que tu peux nous la présenter? Bien sûr, j'ai opté après moult tergiversations, j'ai opté pour l'isolation sous vide. Qui est une isolation, un isolant qui est très technologique, qui va plutôt du coup à l'encontre de mes convictions environnementales aussi, puisque j'aurais nettement préféré isoler en paille ou en laine de bois, ou de chanvre, je sais pas, ou de lin, mais c'était pas possible, puisque mon dilemme c'était que je voulais avoir des murs isolés de manière, avec une, une valeur U qui était raccord avec le passif, donc à peu près 0,15. Je crois qu'en R, ça fait 7 à peu près. Enfin, j'ai pas les décimales, mais c'était soit je mettais une laine de bois sur 35-40 centimètres d'épaisseur, soit il y avait cette option j'aurais aussi pu mettre du polyuréthane, mais j'aurais dû mettre au moins 10 centimètres, ce que j'étais pas prêt à faire non plus. Et l'isolant sous vide, c'est sa propriété physique, c'est que le lambda, il est à 0,007, ce qui est 3 fois mieux que le matériau qu'il contient sans le vide. En fait, l'isolant sous vide, c'est de l'aérogel de silice qui a un lambda à 0,015, je crois. Donc je te dis des bêtises, c'est pas 3 fois plus, 3 fois moins, c'est 2 fois moins. En fait, le fait de mettre l'aérogel de silice, qui est un matériau assez technologique, sous vide, permet de diviser le lambda par 2. Le problème du vide, c'est que je pense que les auditeurs peuvent imaginer, c'est comme un paquet de cacahuètes ou un paquet de café sous vide. Le vide, je le garde seulement si je ne perce pas le paquet, si je ne le découpe pas. Et on peut du coup imaginer toutes les problématiques de calpinage, donc de conception en amont pour commander les panneaux. C'est extrêmement compliqué puisqu'on ne peut pas les découper une fois qu'ils arrivent sur place. Et il faut aussi faire extrêmement attention à ne jamais les percer. Donc sur le chantier, on en a percé quelques-uns sur le chantier parce que les mesures, c'est moi qui les avais prises et du coup, elles n'étaient pas toutes super bien prises. Et il y a aussi les artisans qui, en fait, n'étaient pas du tout sensibilisés à ces matériaux-là qui en ont percé. Donc oui, c'est compliqué. Et ensuite, il faut aussi anticiper que dans la durée de vie du bâtiment, on va pas pouvoir percer les murs. Donc il y a pas mal de contraintes pour pouvoir mettre en place ce matériau qui en plus est assez cher. C'était avant l'inflation, puisque je crois que j'ai dû passer commande en 2022 des isolants sous vide, mais ça devait coûter les panneaux de 5 cm d'isolants sous vide, ça devait coûter 200 € hors taxe le mètre carré, un truc comme ça. Donc, C'est très cher. 10 fois plus qu'un isolant biosourcé généralement. C'est beaucoup plus. Classique. C'est beaucoup plus. Et en même temps, et du coup, c'est vraiment un matériau qui, pour moi, ne se justifie que dans ce genre de contexte où
la perte de place n'est pas possible, où l'isolation extérieure est proscrite, et en fait, ce n'est entre guillemets rentable que dans les grands centres urbains où les prix au mètre carré de l'immobilier dépassent 5 000 euros. Sinon, ça n'a vraiment aucun intérêt d'utiliser un matériau qui est cher alors qu'on a beaucoup de surface. En fait. Et donc le complexe fait 5 centimètres et devant tu mets un doublage avec une plaque. On n'a pas doublé parce que doubler ça implique de perdre 4 centimètres. Donc non, on n'a pas doublé, on a juste collé du fermacell dessus avec une colle spécifique. J'ai choisi de ne pas avoir de doublage. Donc après, il faut que par exemple, par rapport à, je sais pas, ton mobilier, ta cuisine, il faut que tu prévois en amont où est-ce que tu vas pouvoir percer, il faut que ça tombe sur un montant, etc. Exactement. En fait, j'ai dû prévoir à l'avance des zones avec un autre matériau qui était perçable, qui était pour l'ancrage des placards de cuisine, pour l'ancrage des du lavabo dans la salle de bain, du placard de la salle de bain, pour le kit WC. Et donc ça implique de prévoir à l'avance ce que tu veux mettre, et ça implique aussi de t'y tenir, parce que tu peux pas changer. Après, dans un petit appartement comme ça, en général, tu veux pas changer de place la cuisine ou la salle de bain. Hein. Mais oui, ça implique de pas pouvoir poser des étagères au mur ensuite. Mais donc ça, il fallait anticiper du coup les dimensions et les endroits où les percements allaient être faits. Il y a d'autres choses aussi que une autre contrainte que je me suis fait la réflexion. En général, le doublage, ça sert aussi à poser les réseaux électriques. Là, pour moi, c'était pas possible d'envisager de passer des réseaux électriques dans le mur, parce que pour poser une gaine, il faut bien, non, plutôt pour encastrer une prise, il faut bien 4-5 centimètres, ce qui est la profondeur de l'isolant. En fait, je ne pouvais pas envisager d'installer de l'électricité dans les murs. Ce n'est pas possible. Ce qui est aussi pas du tout intuitif. Tous les projets, toutes les prises sont posées au mur normalement. Du coup, chez moi, les prises, elles sont au sol. Ok. On a pris un modèle de prise spécial, une prise vraiment en inox avec les petits clapets qui se soulèvent euh, pour détourner, pour enlever la contrainte de l'électricité dans les murs. Je comprends. On peut continuer sur l'aspect de l'isolation. Donc, tu as isolé les murs par l'intérieur avec cet isolant sous vide. Peut-être tu peux partager le fabricant. Oui, alors le revendeur français s'appelle Enercitech. Ça s'écrit Enersitec. Et c'est un revendeur qui est spécialisé dans les super isolants. Super isolants, c'est quoi? C'est des isolants dont le lambda est inférieur à 0,02. Donc c'est que des isolants qui sont meilleurs que le polyuréthane. Parce qu'il n'y a pas que l'isolant sous vide, il y a aussi l'aérogel de silice qui n'est pas sous vide. Alors j'en ai mis un petit peu pour compenser quelques centimètres parce que il y a toujours des tolérances de dimension. Et ils vendent aussi d'autres matériaux dont je me rappelle plus forcément les références techniques, mais qui sont intéressantes aussi à explorer. Je les avais un peu tous comparés, mais clairement celui qui a les meilleures performances d'isolation, c'est l'isolant sous vide. C'est pour ça que j'ai choisi. Alors, on comprend bien que là, c'est un matériau qui est qui a un bilan carbone peut-être assez défavorable. Oui, sur la Cause Robinson, on aime bien plutôt les isolants biosourcés, notamment parce qu'ils ont plein de propriétés intéressantes et un impact environnemental faible. Mais dans ton cas, comme tu l'as bien expliqué, c'était un compromis entre performance et puis habitabilité qui se justifie tout à fait. Je crois que ton appartement aussi est assez vitré. Qu'est-ce qui a été fait pour avoir une bonne performance aussi au niveau des vitrages, sachant que c'est par là qu'on peut récupérer des apports solaires s'il y en a, mais c'est aussi par là qu'on a potentiellement beaucoup de déperditions si le vitrage n'est pas performant. Et beaucoup de surchauffe l'été si on ne fait rien pour s'en protéger. Donc c'est toujours à double tranchant, l'optimisation thermique. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a le vitrage et le châssis. Hein. Moi, je peux pas dissocier les deux.
des formations professionnelles. Du coup, pour le vitrage, on a mis du triple vitrage. Alors, en passif, très souvent, sous les climats français, c'est beaucoup plus facile de faire du passif en triple qu'en double. Pour une raison très simple, c'est que ce qu'on veut optimiser, c'est à la fois les gains et les pertes. Ce qu'on veut optimiser, c'est surtout sur les orientations sud, qu'il y ait plus d'apport solaire, donc d'énergie qui rentre par la fenêtre, que de déperdition, donc d'énergie qui va partir par la fenêtre parce qu'elle est suite à ses performances d'isolation. En triple vitrage, en général, il y a un petit peu moins d'énergie qui rentre par rapport à un double vitrage. Par contre, il y a à peu près 2 fois moins d'énergie qui ressort, puisqu'on a des valeurs U qui vont être à 0,6 à peu près pour le vitrage, alors que la valeur U d'un double, d'un bon double, c'est 1 ou 1,1. Donc, ce qu'on cherche à faire en bâtiment passif, c'est d'optimiser ça. Et le problème du double pour le passif, c'est que il y a peut-être un tout petit peu plus d'énergie qui va rentrer par la fenêtre, mais par contre, il y en aura 2 fois plus qui va être perdu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre du triple vitrage chez moi. Ça évite aussi l'effet de parois froides, puisque comme c'est mieux isolant, on va moins sentir le froid. Et à mon sens, du coup, chez moi, j'ai un canapé, une sorte de méridienne. En fait, mes jambes sont vraiment à la hauteur de la fenêtre parce que les fenêtres sont basses. Et moi, je m'installe, il fait -10 dehors, je m'installe là-dessus et je sens pas le rayonnement froid sur mes jambes. Et je suis pas particulièrement couvert. Et je trouve que c'est très agréable. Euh, donc, on a choisi du triple vitrage, une valeur assez standard. Je crois que le U est à 0,6, la valeur G doit être, je sais plus exactement, mais autour de 0,6 aussi, entre 0,55 et 0,6, je me rappelle plus exactement. Et pour le châssis, on a choisi, moi j'avais très 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 envie d'avoir du bois, d'avoir la chaleur du bois à l'intérieur. Et l'ABF, encore lui, nous a imposé d'avoir du bois extérieur et de conserver les petits bois qui étaient existants sur les simples vitrages. Donc on était obligé d'avoir du bois à l'extérieur, ça veut dire qu'on allait aussi avoir du bois à l'intérieur, ça m'allait bien. Même si pour des raisons de maintenance, moi j'aurais préféré qu'on ait de l'aluminium à l'extérieur pour ne jamais réfléchir à s'il fallait remettre une couche de peinture. Mais l'avenir on dira si vraiment ça se repeint si souvent que ça, si ça se trouve, en fait. Et donc ce châssis, j'ai choisi j'ai choisi un châssis certifié de la marque menuiserie Bader, qui est une entreprise de menuiserie alsacienne, qui sont certifiés PHI et qui a l'avantage de proposer un châssis un peu optimisé par rapport à un châssis tout bois. En fait, la composition du châssis, c'est une couche intérieure et extérieure de bois et au milieu, on a un matériau isolant qui est un matériau plastique, mais avec un lambda du coup 3 fois moindre que le lambda du bois, à peu près à 0,04 si je me trompe pas. Est-ce que c'est du compact foam? Je sais plus. Je sais plus la référence technique. Je pourrais te le montrer après sur le salon, puisqu'ils sont exposants. Et ça permettait aussi d'optimiser les déperditions thermiques par le châssis, tout en ayant du bois. Et je crois que c'est la seule marque que je connais en France qui fasse ça. Après, j'ai pas non plus tout comparé. Du coup, il y a vraiment une réflexion sur absolument tous les produits pour réussir à optimiser tous les détails, ce qui rend un peu fou. C'est vraiment, il y a beaucoup de contraintes. Du coup. Par rapport aux menuiseries aussi, on pouvait pas, on pouvait pas juste les visser au mur, les menuiseries, donc elles ont été posées en applique intérieure. Et on pouvait pas juste les visser au mur, il fallait l'artisan qui l'a posé, je te expliquerai un peu plus tard comment j'ai choisi l'artisan aussi, parce qu'il fait partie de l'histoire et je l'ai sélectionné pour ses compétences. L'artisan m'a dit non mais il faut un appui en fait, il faut un appui solide sur lequel moi je puisse venir poser la fenêtre parce que c'est lourd.
Et en fait, moi, ça m'a pas mal mobilisé parce que j'ai cherché des matériaux très très isolants. J'en ai même acheté. Je crois que j'ai acheté du Gardine. Donc c'est un matériau plastique. C'est des bouteilles de plastique recyclées. Je crois que le lambda était aux alentours de 0,04 ou 0,035. Et ce matériau-là, en fait, bah ça lui allait pas parce que c'était flexible. C'était pas pour lui, c'était pas. Il fallait un truc rigide. J'ai fini par trouver un matériau, une sorte d'équerre en fibre de verre qui faisait moins d'un centimètre d'épaisseur, qui du coup pouvait permettre enfin, c'était à peu près aussi résistant que l'acier, sauf que le pont thermique n'allait pas être comme l'acier, qui me permettait ensuite de venir coller mon isolant sous vide quasiment sur la fenêtre, qui est séparé que de la fenêtre. L'isolant est séparé de la fenêtre que par cette couche euh, d'équerre en fibre de verre. Ils sont aussi ici. Alors, je crois que la marque de l'équerre, c'est Soudal. Soudal, je me rappelle plus, je me rappelle plus la référence technique exacte. Le fabricant, enfin le revendeur, c'est Arctic. Je trouve que c'est écrit ARKTIC. Ils sont à Lyon. Euh, et en fait, ça a super bien marché. C'est un produit que j'ai découvert par hasard dans leur newsletter. Euh, C'est fait pour ça ou tu l'as non, c'est vraiment tu l'as fait pour, utilisé aussi? c'est fait pour les appuis de fenêtre. D'accord. Enfin, c'est fait pour supporter les efforts mécaniques d'une fenêtre installée. Euh, Ça peut aussi être fait pour faire tout le pourtour. Nous, on a juste mis en bas. Donc oui, c'est vraiment fait pour ça. Mais apparemment, c'était un produit qui était assez précis. Donc là, ça t'a permis de mettre du coup la fenêtre au nu intérieur en applique pour venir après assurer une continuité Avec, d'isolation avec les panneaux sous vide. tout à fait, ouais, Ok. exactement. Toujours par rapport à ces fenêtres, t'en parlais tout à l'heure, il y a aussi un objectif de confort d'été. Quand on Exactement. a une Merci. grande Oui. surface vitrée, une exposition au sud, solarisée, Oui. ben, c'est intéressant de récupérer les apports solaires l'hiver, mais l'été, il faut aussi pouvoir les stopper pour éviter les surchauffements. Exactement. Surtout que on a la chance d'avoir l'appartement est très bien exposé. Il y a 2 fenêtres au sud et 3 à l'ouest. Ce qui fait de l'appartement un candidat parfait pour être un four l'été. Parce qu'il y a très peu de masques solaires, parce que tous les bâtiments qui sont, enfin, qui sont dans le voisinage sont vraiment loin. C'est une chance, mais clairement l'été, c'est une fournaise. Enfin, c'était une fournaise. D'ailleurs, le bâtiment, en tout cas l'appartement était équipé de stores extérieurs ces stores extérieurs qu'on voit souvent dans Paris, c'est des stores des petites baguettes de bois qui sont liées entre elles par des fils qu'on déroule et qui sont opaques. Ça arrête Donc, je savais que l'appartement l'été pouvait être une fournaise. L'ancien propriétaire me l'avait aussi dit et on l'a constaté quand on l'a acheté avant de faire les travaux. Euh, donc, on a décidé de remplacer ces stores par des stores dont on connaissait bien les propriétés de protection et de filtrage du soleil. Donc on a mis des store screens. Donc c'est une toile qui est transparente. Ça veut dire qu'on peut voir à l'extérieur quand elle est fermée. Ça pour moi c'était important parce que l'appartement est petit, l'environnement est très sympa et moi quand les anciens stores je les fermais, j'avais vraiment une sensation d'enfermement parce qu'on voyait pas du tout ce qui se passait dehors. Et aujourd'hui, moi, dans mon rôle de labellisateur de bâtiments passifs à la maison du passif, je recommande toujours quand, euh, quand dans les pièces de vie, quand c'est du logement ou dans les bureaux aussi, que les protections solaires extérieures puissent permettre de voir à l'extérieur, même quand elles sont fermées, pour qu'il n'y ait pas de ces enfermements et pour que du coup l'occupant du bâtiment ait vraiment envie d'utiliser la protection solaire. Moi, je considère que les volets roulants, c'est bien dans les chambres, mais sinon, moi, si on me met ça dans mon salon, euh, j'ai pas envie qu'il fasse nuit chez moi ou presque nuit, alors qu'en fait, il y a du soleil. Enfin, donc je trouve il y avait vraiment un compromis à trouver. Du coup, j'ai découvert aussi avec mon projet que les caractéristiques de filtration et de protection solaire des toiles Elles sont dépendent excellentes.
Pardon? Sont excellentes. Objection, votre honneur. Non, ce que je voulais dire, c'est que les caractéristiques de protection des toiles dépendent énormément de la couleur de la De la toile. couleur. Et ça, moi, je l'ignorais. En tout cas, je ne m'attendais pas au fait que la couleur soit aussi structurante, parce que très souvent dans les projets passifs, pardon, que je vois passer, il y a beaucoup de BSO ou de volets roulants. Et pour ces deux composants-là, on a vraiment des valeurs standards pour la protection solaire. Donc les BSO, c'est brise solaire orientable, c'est des lames qui peuvent s'orienter, qui sont horizontales, enfin sur un axe de rotation horizontale et qui permettent de plus ou moins s'ouvrir pour faire entrer la lumière. Et qui permettent d'occulter, quand on les met en mode vertical, on peut vraiment atteindre une occultation presque totale. Et en position plutôt horizontale, on peut obtenir à la fois bloquer le soleil, mais de voir à l'extérieur. Un peu comme une claustra, ou je sais pas, je connais pas tous les termes techniques. Euh, Et en fait, pour ces composants-là, on a des valeurs standards dans les projets passifs pour la protection solaire. Et donc là, en approfondissant les toiles de store extérieur, les store screen, j'ai découvert que la protection solaire dépendait vraiment beaucoup de la couleur. Pour donner un exemple, une toile qui est blanche, vraiment très très claire, va arrêter à peu près 80% du rayonnement. On pourrait considérer que c'est déjà bien, mais une toile qui va avoir des composantes de couleur un peu plus gris va en arrêter 96. Et il y a quand même 16% de différence qui, quand on est dans un endroit ou dans une configuration, dans une orientation qui est déjà sujet à la surchauffe, je considère que c'est vraiment hyper structurant. Donc ça, c'est quelque chose que les architectes ne savent pas forcément. En général, on choisit la couleur des stores uniquement pour des raisons esthétiques. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Et aujourd'hui, dans les projets qu'on analyse en labellisation, dans le contexte professionnel, on attire l'attention des bureaux d'études et des clients sur ce phénomène-là qui, je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. J'ai choisi sur mon projet une couleur de toile qui soit la plus filtrante possible. Donc, j'ai avec 96% de protection. Donc, c'est une toile qui est grise, mais un gris assez moyen. Enfin, c'est pas non plus quelque chose de très foncé. Ouais, donc c'est des toiles micro-perforées, les store screen, et effectivement 96% d'atténuation, d'atténuation du rayonnement solaire. Donc il y a 96% du rayonnement solaire qui ne traverse pas Oui. le complexe. Alors je crois que c'est le complexe store plus vitrage. Non, 96%, c'est uniquement le store. juste le store. Après, il y a Donc aussi le vitrage c'est énorme. En fait, c'est comme si on éteignait le chauffage. Hein. D'ailleurs, ça nous est déjà arrivé quelquefois en, en hiver avec mon compagnon qu'on oublie de lever les stores le matin l'hiver. Ben, on le sent tout de suite. Hein. Du coup, c'est comme si on n'avait pas allumé le chauffage. La sensation, on sent tout de suite que la toile elle arrête le rayonnement, mais pourtant elle arrête le rayonnement sans arrêter la luminosité. C'est ça qui est intéressant aussi. Je crois que la luminosité, la transmission lumineuse, c'est entre 15 et 20%, il me semble, pour ce genre de Je toile. t'avoue que je me suis pas du tout intéressé à ça a pas été structurant dans mon choix, parce que moi je voulais que ce soit le plus filtrant possible pour la surchauffe. Le reste, je sais pas, mais ça doit aller. En tout cas, c'est pas occultant et bon, pour dormir, c'est moins pratique, mais c'était pas notre priorité. On peut toujours mettre des rideaux occultants à Tout à fait. l'intérieur. Oui, on l'a Ça pas fait fait, le mais on travail. peut tout à fait le faire. Ça. Et tu veux citer le fabricant peut-être pour ces stores? J'ai oublié le nom. Je peux pas te dire. Alors moi je vais en citer parce que je connais un peu le plus. Vas-y. J'en cite deux. Il y a Mermet, M-E-R-M-E-T, et puis il y a Serge Ferrari aussi. Alors ça, chez Harry, c'est la marque je crois, de la toile. De la toile, ouais. C'est la marque de la toile. Je sais pas. Après, je pense que c'est pas eux qui ont fait le dispositif d'enroulement. D'ailleurs, on a mis quelque chose de motorisé. Bon, sur les 5, il y en a 2 qui sont en panne. Un qui est en panne en position haute, un qui est en panne en position basse. On ne sait pas encore attelé à réparer ça, mais et pour aussi éviter tout l'aspect électrification des volets, les contacteurs et comment ça s'appelle, on a pris des contacteurs, des commandes sans pile et sans fil. Du coup, c'est des commandes à distance.
radio où du coup on pouvait mettre les boutons absolument où on veut, mais il n'y a pas non plus de pile à changer. Et pour l'alimentation électrique du store, Ça du passe mécanisme, dans les combles. ça passe par les combles. Ouais. Donc on va parler des combles justement, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu as fait sur l'isolation des combles? Parce que tu disais que ton appartement est sous comble. Tout à fait. Les apports solaires et les déperditions en hiver par la toiture, c'est Énorme. la majeure partie des déperditions généralement dans un logement. Qu'est-ce que tu as mis en place? Là, on avait la place. Alors, on voulait à l'origine racheter des combles à la copropriété, ça n'a pas été possible. Donc on a isolé en comble perdu. Là, on avait complètement le choix de mettre un isolant biosourcé et plus vertueux et aussi beaucoup moins cher. Donc on a mis de la ouate de cellulose soufflée en comble perdu. Sur une épaisseur de Sur une 40 épaisseur cm. je sais plus si entre 30 et 40. En tout cas, on a. Et d'ailleurs, il y a entre 30 et 40 cm de ouate de cellulose soufflée. Et elle n'a pas été posée tout de suite, cette ouate. Elle a été posée après le premier hiver, pour des raisons de contraintes de chantier. Et parce qu'il fallait trouver la machine pour le souffler, tout ça. Puis comme il y a pas mal de contraintes d'accès qui ont fait que le premier hiver, on l'a passé presque où il y a plus que 10 cm de watts. Et on a vraiment vu la différence entre les combles très bien isolés et les combles très moyennement isolés sur notre sensation thermique à l'intérieur du logement l'hiver. On va passer au système si tu veux bien. Sur les systèmes énergétiques, tu as mis en place chauffage s'il y en a. Il y en a pas. Ventilation, c'est très important dans un bâtiment, notamment un bâtiment performant, bien isolé, bien étanche à l'air, d'avoir un renouvellement d'air efficace. Qu'est-ce qui a été fait? Peut-être aussi sur la récupération de chaleur sur les eaux grises, il me semble que tu as mis en place un système. Et puis on va parler d'étanchéité à l'air aussi, puisque j'ai mis sans surprise une ventilation double flux dans mon appartement. Pourquoi? Parce que faire du passif sans ventilation double flux sous les climats français, moi, je sais pas faire. Pour moi, la ventilation double flux, donc une ventilation double flux, est-ce que je explique un peu comment ça fonctionne? Vas-y. Ok, parfait. Une ventilation double flux, c'est une ventilation où on vient souffler de l'air neuf et on vient extraire l'air qui est vicié. Si on se met dans une configuration d'hiver où il fait 0 dehors et 20 degrés à l'intérieur, dans un bâtiment classique, on va juste venir extraire l'air des pièces humides et de la cuisine. L'air à 20 degrés, on l'extrait, donc on le jette dehors. Et le l'air, il se retrouve à 20 degrés dehors. On a du coup jeté dehors notre chauffage, qui nous a coûté plutôt assez cher, quel que soit le type de chauffage d'ailleurs. Et en parallèle de ça, puisque si on extrait de l'air, il faut en faire rentrer, il y a des grilles d'entrée d'air sur les fenêtres qui font que l'air à 0 degré entre à l'intérieur du bâtiment, ce qui occasionne pas mal d'inconfort. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par scotcher ces arrivées d'air qui sont considérées comme assez inconfortables. Donc ça, c'est le principe de la ventilation simple flux. C'est ce qui est obligatoire en neuf aujourd'hui, puisque la ventilation double flux n'est pas obligatoire en neuf. Le principe de la double flux, il n'y a pas de grille sur les fenêtres, du coup il n'y a pas d'entrée d'air par les fenêtres. On a l'air qui est extrait et l'air qui est soufflé, qui sont centralisés dans une machine qui s'appelle ventilation double flux, où il y a du coup 2 moteurs à la place d'en avoir seulement un dans la simple flux. Et les 2 airs viennent se frotter sans se toucher dans un échangeur thermique, qui fait qu'on peut récupérer jusqu'à 90% des calories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon air dehors il est à 0, que je le fais rentrer dedans, et mon air de ma salle de bain il est à 20 degrés et que je le fais sortir, en passant dans l'échangeur, l'air neuf qui rentre va être à peu près à 18 degrés, au lieu de 0. Ça fait quand même une différence substantielle. Mais il y a quelque chose que je trouve très amusant, parce que ces dernières années, on parle beaucoup de pompe à chaleur, en expliquant que c'est censé être une source de chaleur vraiment vertueuse, écologique, voire renouvelable. Alors moi, j'aimerais préciser que quand on calcule le coefficient de performance d'une pompe à chaleur, qui est en fait le ratio entre, si je suis trop technique, tu m'arrêtes, hein, le ratio entre
l'énergie que je vais produire et l'énergie que je vais dépenser. Donc, on peut pas avoir un ratio meilleur que 5 sur une pompe à chaleur. Et 5, c'est déjà énorme. Quand on fait le même calcul sur une double flux, on a un ratio de 15 à 16. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie qu'on met en place ou qu'on doit dépenser pour faire tourner la double flux, c'est juste l'énergie d'alimentation des deux moteurs. Il n'y a pas beaucoup plus que ça. Il n'y a pas de domotique, il n'y a pas de et on récupère finalement donc énormément de calories. On peut considérer que c'est une ressource renouvelable, ou en tout cas c'est une énergie de récupération. Et à mon sens, c'est l'énergie de récupération qui a le coefficient de performance le plus élevé de tout ce qui peut exister dans le monde du bâtiment. Et alors, c'est intéressant en hiver, mais une question vient peut-être à l'oreille des auditeurs. En été, s'il fait 40 degrés dehors et qu'on fait rentrer de l'air, enfin, qu'on préchauffe l'air entrant enfin si on fait rentrer de l'air à 40 degrés, Alors, on va pas le c'est moins préchauffer. intéressant. Alors, on va se mettre dans une perspective d'été, donc il fait 40 dehors et il fait 20 degrés à l'intérieur, peut-être 25. La double flux va permettre que l'appartement se réchauffe moins vite, puisque du coup la fraîcheur de ces 20 degrés va être transmise à l'air à 40 degrés, donc l'air va entrer dans le logement beaucoup plus frais que si on avait une simple flux où l'air rentrait à 40 degrés par les grilles au-dessus des fenêtres. Clairement, la récupération de calories, c'est pour ça que j'ai pas dit récupération de chaleur, même si en général par abus de langage c'est ce qu'on dit. La récupération de calories a lieu autant l'été que l'hiver. Et il y a des contextes où on n'a pas envie, où on n'a pas besoin de récupération de chaleur, c'est notamment la nuit, l'été, quand il peut faire, je sais pas, il fait 25 à l'intérieur et il fait 20 à l'extérieur, on peut bypasser, c'est-à-dire court-circuiter l'échangeur de la double flux pour ne pas récupérer. La plupart des double flux ont ça et on peut programmer normalement la température à partir de laquelle on ne récupère plus. Donc c'est un produit qui est assez simple, mais il pose quand même un certain nombre de contraintes. Parce que j'expliquais avant que quand on met en place une double flux, on n'a pas les grilles au-dessus des fenêtres qui permettent de faire entrer de l'air. La double flux, en fait, comme elle centralise tout ce qui est air neuf et air extrait, air vicié dont on veut se débarrasser, elle ne peut assurer un rendement optimal, donc le rendement qu'annonce le fabricant, que s'il n'y a pas de fuite parasite dans le bâtiment. Et donc, fuite parasite dit étanchéité à l'air. C'est un petit peu l'angle mort des politiques publiques de rénovation énergétique. Aujourd'hui, quand dans ma prime rénov, moi je n'ai pas de budget spécifique alloué à l'étanchéité à l'air associé à une double flux. Moi je trouve que c'est problématique parce que pour moi poser une double flux, on m'a déjà fait faire ça dans ma première vie quand je travaillais entre 2013 et 2015 quand je travaillais à concevoir et installer des double flux Zender au Chili. On m'a déjà fait installer des doubles flux dans des passoires thermiques qui étaient aussi des passoires aéroliques, puisqu'il y avait des fuites d'air partout. Ça ne sert à rien. Enfin, ça ventile, hein. Ça joue son rôle de ventilation, mais ça ne joue pas son rôle de récupération de chaleur ou de récupération de fraîcheur. Donc pour moi, c'est vraiment un tout qui est cohérent. C'est-à-dire que le bâtiment passif, ce n'est pas une somme de produits performants qu'on a mis ensemble, comme des briques de Lego. C'est des produits qui sont mis en œuvre de manière cohérente. Et il y a une cohérence globale qui fait que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de travailler avec des professionnels qui connaissent les tenants et les aboutissants pour que ce soit pas au maître d'ouvrage de porter la charge mentale de la conception qui va beaucoup plus loin que la réglementation. Sur ce système, est-ce que tu peux nous partager du coup comment tu as géré le passage des gaines parce qu'il y a des réseaux, tu l'as évoqué, on souffle de l'air neuf, donc on souffle l'air neuf dans les pièces de vie, donc chambre, salon, et on extrait l'air vicié depuis les pièces humides et la cuisine. Toi, quel système, peut-être quel fabricant, quelle marque tu as utilisé? T'es dans un
un espace restreint, quel volume ça prend dans ton appartement, ce caisson de ventilation, et comment tu as fait passer tes différentes gaines dans les différents espaces. Excellente question. Parce que mon appartement est petit, j'ai choisi une solution qui impliquait de tirer le moins de gaines possible. Donc, à l'intérieur de l'appartement, on a tiré 2 mètres de gaine entre la double flux et la salle de bain. Et c'est tout. Ensuite, il y a aussi les gaines qui, donc, pour l'air neuf qui vient de l'extérieur et l'air vicié, l'air rejeté, les gaines passent en toiture. La chance d'être au dernier étage, donc c'était beaucoup plus simple que si j'avais pas été au dernier étage. Euh, la double flux que j'ai choisie, c'est une double flux qui aujourd'hui n'est pas encore commercialisée en France. La double flux s'appelle Fresh Air, ça s'écrit F-R-E-S-H-R, la lettre R. La marque c'est Vaventis, c'est une marque néerlandaise. Et la caractéristique de cette double flux, c'est pas celle qui a le meilleur rendement, mais elle est extrêmement mince. Donc elle fait 30 cm de large pour je sais plus combien, si c'est 1 mètre de haut, un truc comme ça. 1 mètre ou 1 mètre 50, je sais pas, peut-être 1 mètre 20. C'est un produit qui est certifié PHI. Et ce que je trouve très intéressant dans cette double flux, c'est que l'échangeur de chaleur est en cuivre et démontable. Et en fait, l'échangeur de chaleur joue le rôle de filtre. Donc je peux démonter mon échangeur de chaleur et tous les 6 mois, je dois le doucher. Donc je le douche pour le nettoyer, pour enlever les poussières, pour enlever les saletés. Et ça joue le rôle de filtre. Donc je n'ai pas de consommable sur ma double flux. Je n'ai aucune pièce à changer que je vais jeter ensuite. Je l'ai pas que choisi pour ça, j'ai aussi choisi parce que la façade est blanche et ça s'intègre dans ma cuisine. En fait, on ne voit pas qu'il y a une double flux. Pour ceux que ça intéresse, il y a un reportage télé, c'est pas une télé, un reportage qui a été fait par mes collègues que vous pouvez trouver sur le site lamaisondupassif.fr. Ensuite, dans la rubrique ressources, on a fait une web série qui s'appelle À la rencontre du passif. Là, il y a un petit reportage qui dure une dizaine de minutes. Et donc c'est vraiment hyper camouflé, c'est fait pour qu'on voit pas que ce soit une double flux. C'est très facile à ouvrir pour accélérer ma double flux. Par exemple, quand je vais prendre ma douche, j'ouvre la porte, j'appuie sur 2 boutons et puis j'ai accéléré et ça dure un quart d'heure et puis après j'éteins. Ouais, et l'intérêt aussi de la double flux, on peut le mentionner, c'est sur la qualité de l'air, parce que généralement, on peut avoir un débit de renouvellement d'air plus important qu'en simple flux du fait qu'on ait une récupération de chaleur, et aussi parce qu'il y a pas d'inconfort par rapport à une simple flux où les gens se mettent à finalement obstruer les grilles et ça joue sur le renouvellement d'air qui est moins efficace. Et en plus, tu l'as mentionné, sur une double flux, il y a des filtres l'air l'air neuf, qui permet, notamment en contexte urbain, d'atténuer un petit peu l'entrée des pollutions à l'intérieur du logement. Donc c'est un produit aussi qui est intéressant pour cet aspect qualité de l'air. Après, les polluants les plus fins, clairement, ne sont pas arrêtés par cette granulométrie de filtre-là euh, et les pollens non plus d'ailleurs. Enfin, on n'a pas de problème d'allergie, donc on n'est pas allé chercher là-dessus. Je sais qu'il existe des filtres en option pour le pollen. Mais oui, c'est vrai que, alors il y a un truc que j'ai pas précisé sur la double flux, c'est que cette double flux en standard, il y a un capteur d'humidité, un capteur de CO2 qui fait que moi je constate que on est un, deux ou quatre à l'intérieur, la VMC, donc je crois qu'elle a 7 niveaux différents euh, de, de, de fonctionnement en termes de débit. Euh, le niveau le plus faible en général, c'est quand on est un ou deux. À partir de 3, je vois on est sur le niveau 2 ou le niveau 3, et 4, on est bien sur le niveau 4. Donc je constate que en fait, je constate que ça marche bien, la régulation sur le CO2, et que ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, le débit, euh, de manière instantanée, il est toujours optimisé. Et moi, j'ai rien à faire. Sauf quand je prends ma douche
parce qu'il y a une grosse quantité de vapeur d'eau à évacuer, mais quand je cuisine. Mais sinon, ça marche super bien pour réguler les débits. Et qui dit réguler les débits, dit aussi réguler la consommation énergétique qui est associée. Bon, ça, c'est un premier volet. Et ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que moi, on a une pièce de vie, une chambre et une salle de bain. Donc, la connexion, donc la pièce de vie, c'est le même endroit où il y a la cuisine. Et cette pièce-là, on a mis la VMC au fond de la pièce, donc dans la cuisine. Le soufflage et l'extraction se fait directement en façade sur la ventilation, enfin sur l'équipement. Et on a aussi mis en place, nous, ce qu'on a choisi, c'est une ventilation qui est décentralisée pour éviter justement de poser des gaines. On a aussi posé un module qui ressemble à une simple flux entre la chambre et la salle de bain, avec un capteur d'humidité de CO2 qui est intégré dans la tête de nuit de mon côté, du coup, dans le mur, et qui se met en route quand elle capte trop de CO2, trop d'humidité, pour que l'air circule dans l'appartement euh, et balaye vraiment tout le volume sans nécessité de poser de gaine. Parce que nous, on a une hauteur sous plafond assez faible, on n'avait pas, donc ça aurait été vraiment très embêtant de poser des gaines. Donc toi, tu as une extraction d'air dans la salle de bain Oui, et dans la cuisine aussi. et dans la cuisine, et tu as un soufflage d'air neuf Dans la cuisine, du coup, enfin, dans la cuisine qui est la pièce de vie, dans la pièce de vie. et c'est tout. Et après, il y a un transfert via ce module dont je viens de parler. Dans quel sens? Entre la chambre et la salle de bain? Ça Alors, peut aller dans les deux sens ou- non, pas du tout. Non, non, on veut pas les odeurs de la salle de bain dans la chambre, hein. Non, ça ne va, mais extrêmement bonne question, c'est ça que j'ai pas précisé. Ça va uniquement dans le sens vers la salle de bain. De la chambre vers la salle de bain. Et il est connecté à la double flux ou Pas c'est du tout. indépendant? Ah non, c'est vraiment indépendant. C'est le même fabricant. C'est Vaventis qui fabrique ça aussi. C'est vendu avec, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de connexion du tout entre les deux. Simplement, Pour favoriser le brassage, parce c'est que ça. t'as pas de soufflage direct dans ta chambre. Exactement, tout à fait. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de deux autres systèmes que tu as mis en place, notamment la récupération de chaleur sur les eaux grises, dans ce contexte d'appartement, et aussi peut-être de la production d'eau chaude sanitaire, parce qu'il y a une réflexion aussi intéressante là-dessus par rapport à une efficience, une performance énergétique, mais aussi un espace restreint où il faut faire des compromis, optimiser voilà, l'encombrement de ces différents systèmes. Oui, bah, c'est vrai que je comparais avant la double flux à une pompe à chaleur pour comparer les performances. Aujourd'hui, effectivement, pour produire de l'eau chaude sanitaire, en termes de performance, une pompe à chaleur donc, ou un système compact ou un ballon d'eau chaude thermodynamique, euh, c'est assez efficace. Simplement, ça prend beaucoup de place. Et moi, dans 31 mètres carrés, ben, je voulais pas consacrer 1 mètre carré à une pompe à chaleur. Donc, en écoutant un peu toutes les réflexions autour de moi, des bureaux d'études qui font du passif, euh, et puis en faisant des calculs aussi avec le logiciel de modélisation, le PHPP, j'ai constaté que d'une part, quand on a un ballon d'eau chaude, les pertes qui sont liées au stockage de l'eau chaude représentent à peu près 30% 30% de la consommation énergétique totale du euh, total en eau sanitaire. C'est quand même énorme. Et ça, c'est quelque chose dont on tient compte dans les calculs quand on fait du passif. Cette chaleur-là, l'hiver, elle va chauffer le logement, donc c'est parfait. Mais l'été, elle va aussi contribuer à la surchauffe. Donc déjà, c'est de la chaleur qu'on n'a pas toujours envie d'avoir et qu'on peut pas toujours valoriser, voire qui peut être contre-productive en été. Donc ça, c'est le premier constat. Donc, je voulais pas mettre de pompe à chaleur et je me suis dit que combiner du coup un système d'eau chaude instantanée électrique avec de la récupération d'eau chaude sur les eaux grises de la douche, c'était pas mal. Alors moi, j'ai pas pu mettre les récupérateurs de chaleur sur eau grise
qui sont verticaux, parce que j'aurais dû mettre le récupérateur chez la voisine. Elle n'a pas été d'accord. Non, je vais même pas poser la question. Donc, je suis parti sur les récupérateurs qui sont horizontaux, euh, qui sont un sorte de bac. Donc, au final, on voit que la plaque extérieure qui est en inox. C'est très joli, c'est très moderne. Et à l'intérieur, il y a des tubes en cuivre dans lesquels circule l'eau d'alimentation du chauffe-eau, qui est donc préchauffée avant que le chauffe-eau fasse son travail. Alors, par contre, la contrainte, c'est d'avoir une douche ou une baignoire qu'on utilise en douche, puisque cette récupération de chaleur-là ne peut avoir lieu uniquement si la consommation et l'usage sont simultanés ou ont lieu en même temps, ce qui ne peut pas être le cas quand on prend un bain. Quand on prend un bain, il y a du stockage de l'eau et l'eau du coup refroidit dans la baignoire, mais elle refroidit, elle peut pas du coup servir à réchauffer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Ok, parfait. Euh, Vu qu'on voulait une douche, c'est parfait. Donc on a combiné ce récupérateur de chaleur qui récupère à peu près 50% des calories des eaux grises de la douche avec un chauffe-eau instantané qui, du coup, il n'y a pas de tout de stockage, donc on a forcément 30% de consommation en moins qu'un chauffe-eau électrique classique et que ça prend surtout beaucoup moins de place. Par contre, la contrainte d'avoir un chauffe-eau électrique instantané, c'est qu'il faut une alimentation électrique avec une puissance, donc un contrat électrique qui soit adapté. Et pour ça, on a dû faire changer le câble d'alimentation en électricité de notre appartement qui était pas assez, qui était sous-dimensionné. On a dû demander à Enedis de venir changer le câble. Mais de toute manière, on avait besoin, pour des raisons de contraintes de conception, de déplacer le compteur. On a fait les deux en même temps. Donc cet échangeur thermique, finalement, c'est un peu le même principe, la même réflexion que sur la double flux. On a une eau chaude de douche qui est à 38 degrés, généralement on jette dans le réseau d'assainissement. C'est la chaleur qui est perdue, on va dire. On l'a utilisée, mais elle est quand même un peu perdue parce qu'il reste de l'eau, de la chaleur. Et c'est cette chaleur qui permet de préchauffer l'eau froide du réseau qui arrive en entrée du système de production d'eau chaude Exactement, ECS. c'est ça. Oui, c'est vraiment le même principe que la double flux. C'est de profiter d'un gisement qui existe parce qu'on prend sa douche. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que les récupérateurs de chaleur sur eau grise, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte aujourd'hui dans ma prime rénov pour les rénovations énergétiques. Et je crois que c'est même pas c'est pas non plus valorisé selon mes dernières recherches qui datent d'il y a quelques années dans les certificats d'économie d'énergie. Ce qui est assez incompréhensible parce que pour moi, un outil qui permet de diviser sa consommation d'eau chaude sanitaire pour la douche par deux, sans aucune maintenance. Parce que en fait, mon récupérateur, le seul truc que je dois faire, c'est de le nettoyer parce que ça s'encrasse avec les poils de savon, parce que c'est de l'eau sale qui circule dessus. À part ça, il y a rien à faire. C'est un produit où il y a pas de moteur, où il n'y a pas d'électronique, ça ne peut pas ça peut pas tomber en panne. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre pourquoi on pousse pas plus ce genre de produits qui me semblent vachement vertueux. Tu veux citer le fabricant là aussi? Alors, je me rappelle plus du nom du fabricant, mais je sais qu'il y a un consortium de récupération de chaleur sur les eaux grises en France, mais je me rappelle plus de leur nom. Ouais, il y a Nicole qui fait ça, mais si c'est pas celui-ci, je mettrai le lien Je crois aussi qu'il y a dans les Evol notes. 6, je crois, c'est une société aussi qui vend quelque chose de très similaire. J'ai vu sur le salon avant. Je crois que ça s'écrit EVOLSYS. Ils vendent des récupérateurs de chaleur sur eau grise verticaux et horizontaux. Mais c'est pas là que je l'ai acheté, mais je pense qu'ils vendent la même chose que ce que j'ai. Moi, je l'ai acheté directement chez le fabricant en Allemagne. Mais enfin, l'important, c'est de le trouver de manière facile. Et alors la question que tout le monde attend, c'est comment tu fais pour chauffer ton appartement l'hiver et est-ce que tu as besoin même maintenant de le chauffer? Oui, excellente question. On a fait le choix
de ne pas installer de radiateur. Il n'y a pas de radiateur chez nous, pas du tout. Il n'y a même pas de sèche-serviette pour l'instant. Le sèche-serviette est en projet, mais on l'a pas encore installé. On n'en a pas encore installé. Donc il n'y a pas du tout de radiateur. Les quelques fois où ça a pu nous arriver d'avoir, je vais plutôt dire avoir frais qu'avoir froid, parce qu'on n'a jamais froid. Dans notre appartement, on a allumé le four, on l'a ouvert. Mais bon, c'est petit comme appartement, donc ça chauffe très vite. Mais on a dû le faire 2, 3 fois cet hiver. C'est pas énorme. Euh, Aujourd'hui, tu dépenses combien par mois en on a énergie? une trentaine d'euros d'électricité par mois, à peu près, avec l'abonnement, ce que je trouve très raisonnable. Et donc on a que de l'électrique, on n'a aucun autre abonnement, on n'a pas de gaz, on n'a pas de fuel, on n'a rien qui est au niveau de la copropriété pour ce qui est énergétique. C'est unique, c'est vraiment individuel. Donc, là-dedans, on a toutes les consommations énergétiques, y compris notre frigo, la double flux, le four, la lumière. Et toujours sur cet aspect financier, est-ce que tu veux partager quelques éléments de coût par rapport à ces travaux ou un ratio au mètre carré pour qu'on Alors, puisse un j'aime pas peu les se ratios mètres projeter? carrés parce qu'on me demande ça tout le temps et je trouve ça absurde, donc je ne répondrai pas à la question mètre carré. Je refuse de répondre à ça. Ça nous a coûté à peu près 70 000 euros pour la rénovation de tout l'appartement. Mais ce n'est pas uniquement l'aspect énergétique, c'est tout. On Donc a un peu tout plus de refait. 2000 euros du mètre carré. Merci. Un peu plus de 2 000 euros du mètre carré, ce qui est pas rien. Et j'aimerais préciser que nous, on a choisi un artisan avait fait la formation artisan bâtiment passif, mais qui n'était pas certifié RGE. Du coup, qui dit pas certifié RGE dit qu'on ne pouvait pas prétendre aux aides à l'efficacité énergétique. Au final, je l'ai quand même aidé à obtenir son RGE pour les fenêtres. J'ai pu avoir un prêt à taux zéro sur 7 500 euros. Euh, c'est à peu près tout ce que j'ai eu comme aide. Parce que le RGE, si tu l'as pas, tu peux pas du tout obtenir d'aide. Moi, j'ai choisi de privilégier les compétences de l'artisan par rapport aux aides qu'on aurait touchées. Ce qui n'était pas vraiment en ma faveur en termes économiques. Merci pour ce partage. Est-ce que tu as une dernière anecdote par rapport à ce projet, ce chantier qui est atypique, hein, on dit encore en copropriété au milieu de Paris, que tu veux partager aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Euh, oui, parce que nous, c'est un bâtiment vraiment très ancien. Il y avait une cloison qu'on a fait tomber, en fait, qui s'était avérée porteuse, alors qu'elle faisait 5 centimètres d'épaisseur, ou 6. Et on a vraiment regretté d'avoir cassé cette cloison. On aurait dû d'abord demander l'avis d'un professionnel avant de le faire. Je pense que j'étais un peu impulsif là-dessus. Euh, bon, du coup, on a dû faire une reprise de charpente pour pouvoir enlever cette cloison. Euh, mais oui, je pense que ça aurait été plus simple à gérer avec la copro si on avait d'abord demandé l'avis d'un professionnel. C'est un peu le regret que je garde de ce projet. Est-ce que tu as un conseil à partager, ou c'est peut-être celui-là, pour une personne qui se lance dans un projet, notamment de rénovation avec cet objectif d'atteindre un niveau passif? Ce serait quoi le point de focus qu'il doit avoir en tête au moment de faire ce projet? Alors pour moi, c'est les compétences des professionnels. Clairement, moi c'est moi qui ai joué moi-même le rôle de bureau d'études sur mon projet, donc tout le monde n'a pas ces compétences-là, et c'est normal. Pour moi, c'est impossible de faire un projet comme ça sans un bureau d'études thermique qui soit compétent, qui ait déjà fait du passif, et a fortiori déjà fait du passif en rénovation. Donc, moi, ce que je recommanderais, c'est de faire appel à un bureau d'études qui a les compétences théoriques, donc qui a à la limite, à minima, suivi de la formation CEPH, donc ça veut dire concepteur européen Passive House. C'est une formation théorique d'une dizaine de jours qui est couronnée par un examen international. Ça, c'est pour le volet théorique. Tu t'imagines bien que c'est pas suffisant, la théorie. Moi, je conseillerais de faire appel à un bureau d'études thermiques, éventuellement, et éventuellement une entreprise
pour les travaux qui ont déjà participé à du passif qui a été labellisé pour euh, pour être plus en confiance. C'est pas une obligation. Moi, je n'ai pas pu faire ça du coup, mais en tout cas, je veux dire pour la partie entreprise sur le chantier. Mais, dans l'idéal, c'est ce que je recommande. Donc vraiment les compétences pratiques au niveau du passif, parce que comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, euh, les les compétences alors, on peut pas inventer des compétences qu'on n'a pas, et les compétences pratiques pour moi donnent vraiment confiance pour obtenir un résultat qui est similaire en termes de performance énergétique. Parce que si on, ça veut pas forcément dire qu'il faut aller chercher la certification ou la labellisation, mais ça veut dire que pour moi une équipe de maîtrise d'œuvre qui a déjà pratiqué ce label va être capable de le refaire, même si le label est pas à la clé. Pour moi, c'est vraiment les compétences pratiques qui sont les plus importantes à valoriser. Il y a une question que je pose à la fin de l'épisode à tous mes invités, c'est si tout était possible, à quoi ça ressemblerait pour toi ta maison idéale? Elle est compliquée cette question, je trouve, parce que si c'était possible, je trouve que les contraintes ont aussi beaucoup de charme, et en l'occurrence, ce qui a fait le charme de ce projet, c'est la quantité faramineuse de contraintes qu'on a eues, d'espace, de possibilités, de copropriété, et au final, je trouve que les contraintes rendent créatif. Donc, est-ce que vraiment j'aurais envie de me libérer de toutes ces contraintes? Non. Euh, je trouve que ça fait partie de l'exercice. Moi, j'ai très envie de continuer à vivre à Paris, donc je je pense que j'aurai jamais les moyens d'avoir un 100 mètres carrés à Paris, donc mais peut-être que si je rêvais, peut-être que oui, ça pourrait me plaire d'avoir quelque chose d'un peu plus grand, mais en vrai, je trouve que ce qui est le plus important dans un logement, c'est la lumière et la luminosité. Et avec cet appartement-là, je suis très 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 heureux. Donc je j'ai pas forcément, je rêvais de plus grand, ce serait pratique d'avoir une pièce en plus, mais c'est pas du tout ma priorité. Mais je suis très heureux avec cet appartement-là. Est-ce qu'il y a un livre que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent? Alors oui, c'est un roman graphique que j'ai relu récemment, qui n'a absolument rien à voir avec le bâtiment passif. Ça s'appelle Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömquist. C'est un roman graphique assez fouillé, euh, historiquement documenté sur l'histoire de qu'est-ce que c'est que faire couple. Je trouve très intéressante et très instructive. Je mettrai la référence dans les notes. Et est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'inspire, que tu te répètes régulièrement pour Alors, porter tes projets? j'ai pas de mantra. Je sais pas, mais j'ai envie de dire le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme pour le côté que tout change de manière continuelle. Voilà, mais c'est pas vraiment quelque chose auquel je pense tous les jours non plus. Et où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, peut-être te contacter ou contacter la Maison du Passif? Oui, bah, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, vous pouvez me contacter via la Maison du Passif, donc une association pour laquelle je travaille. Et il y a aussi pas mal de ressources, notamment si vous voulez aller plus loin sur le projet. Donc il y a aussi, si vous devenez membre de notre association, il y a des webinaires auxquels vous pouvez avoir accès. J'ai déjà fait un webinaire sur le projet aussi. Si vous fouillez sur les réseaux sociaux, il y a aussi quelques reportages télé qui ont été faits où vous pourrez voir des images de différentes étapes du, du projet. Et mais au global, notre site, la maison du passif.fr, il y a tout plein de ressources qui sont créées par mes collègues de la com, qui sont super et qui sont vraiment faites euh, mettre, pour rendre accessibles les connaissances du bâtiment passif, parce que la thermique du bâtiment, ça a l'inconvénient d'être quand même un domaine assez
pointu pour les ingénieurs, et donc on travaille d'arrache-pied à faire en sorte que ce soit plus accessible. Et d'ailleurs, on édite chaque année un magazine qui s'appelle Passimag. Donc on l'édite à l'occasion de notre salon Passivat, sur lequel on est en ce moment. Et moi, c'est un magazine dont je suis extrêmement fier. Il y a vraiment du contenu de qualité, des belles photos. L'idée, c'est de faire envie. Donc ça, vous pouvez le commander sur notre site. On fait payer uniquement les frais de port. C'est pas un magazine qu'on fait payer. Et c'est vraiment un magazine qu'on a voulu comme étant qui était inspiré de magazines d'architecture. Mon collègue qui le crée et qui est le rédacteur en chef a déjà travaillé pour d'autres magazines d'architecture. Donc, on va chercher vraiment les beaux projets pour donner envie et pour montrer que le passif, c'est pas juste des boîtes carrées ou cubiques, et qu'on peut faire des beaux projets, des projets d'architectes et des projets aussi avec du biosourcé, des matériaux vertueux, en faisant, enfin, et que du coup on met vraiment l'accent sur le couple biosourcé, matériaux vertueux et efficacité énergétique. On trouve que ça marche vraiment bien ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que le thème de notre salon cette année, c'est la frugalité. Voilà. Merci Victor. Donc effectivement, la Maison du Passif, c'est aussi l'organisateur, l'association qui organise le salon Passibat dans lequel on se trouve aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Vous apercevez derrière nous la jolie structure du pavillon Baltard dans lequel se déroule le salon, les anciennes halles de Paris, structure métallique de l'époque. Et merci Victor pour ce partage, bravo pour ce projet de rénovation qui est atypique et qui est démonstrateur aussi de ce qu'on peut faire dans des contraintes fortes en milieu urbain, en rénovation, en atteignant quand même une performance énergétique très élevée et ce niveau passif. Donc je te dis à bientôt et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci pour l'invitation, je suis ravi d'avoir participé et puis au plaisir de te montrer le projet en vrai. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.